Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne, de l'actualité morale haïtienne. C'est vraiment cet angle-là que je vais choisir à l'émission de ce matin. Je vais commencer par vous dire à quel point je suis fier d'être haïtien. Pour moi, il n'y a pas de titre plus glorieux que celui de se dire haïtien. Nous avons fait l'histoire. Nous avons aidé l'humanité à comprendre le sens véritable du mot révolution. Nous avons aidé les humains à comprendre ce qu'est l'égalité entre les humains. Nous avons aidé l'humanité à réaliser que finalement, il n'y a qu'une race et qu'il n'y a pas de peuple supérieur à un autre, qu'il n'y a pas de peuple invincible. Beaucoup de notions que les Occidentaux ont clamées pendant des siècles étaient utilisées exclusivement pour des hommes blancs, même pas pour des femmes, c'est-à-dire des gens qui pissaient debout. Et nous, nos ancêtres, ont universalisé des notions comme justice, des notions comme égalité, des notions comme humanité. Nous avons révolutionné, nous avons pour ainsi dire démocratisé des notions qui étaient jusque-là exclusivement réservées à des Blancs. En plus, nous avons aidé les autres peuples qui ont pataugé pendant longtemps dans l'esclavage, nous les avons aidés à se libérer. Et nous l'avons fait de manière désintéressée. Et donc, quand je me définis, quand je me décris comme haïtien, ce sont toutes ces notions-là, en vérité, qui sont projetées sur l'écran de ma pensée. Mais je dois vous dire en même temps que parfois je me pose la question, quand je regarde la classe politique haïtienne, quand j'analyse, quand je décortique
les agissements, les actions de nos politiciens, je me pose sérieusement la question, est-ce que nous n'aurions pas en plus un chromosome de corruption? Vous aurez compris pourquoi j'ai commencé par vous dire à quel point je suis fier d'être haïtien. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai exposé les raisons pour lesquelles il n'y a pas de titre plus glorieux pour moi que celui de me décrire comme un Haïtien. Mais une fois que je dis ça, je dois être suffisamment lucide pour poser un diagnostic cru sur les actions de nos dirigeants et me poser la question très lancinante. Est-ce que nous n'avons pas un chromosome en plus de corruption? Bon. Je vais vous faire un autre aveu. Vous me direz, ce matin, c'est sûrement le dimanche de la confession, le dimanche des aveux. Oui, sûrement. Vous savez, en préparant cette émission, j'épluche toute l'actualité. Et parfois, je cherche un angle réjouissant que je pourrais partager avec vous. Et souvent, vous me connaissez, je vais aller chercher le petit côté plein d'un verre qui est aux 3/4 vide. Je vais aller chercher une petite nouvelle culturelle, une petite nouvelle sportive, même si je ne suis pas particulièrement sportif. Dans quel but? Dans le but de, si vous voulez, de projeter à cette émission un air beaucoup plus joyeux, un air beaucoup plus, ma foi, encourageant. En sorte que, parfois, même moi-même, je suis fatigué de me plaindre, je suis fatigué de dénoncer les agissements de nos politiciens. Sauf que, si je dois éviter de faire cela, je n'ai qu'un choix, arrêter de produire cette émission. Or, puisque je m'impose pour devoir d'analyser, de décortiquer l'actualité politique haïtienne et ce faisant l'actualité politique dans nos pays noirs, dans nos pays africains, eh bien, ce que je vois souvent ne me laisse aucun choix d'un angle réjouissant. Ce que je vois ne me laisse aucun angle, pour ainsi dire, ensoleillé. Voilà comment je voudrais introduire l'émission de ce matin. De quoi va-t-il s'agir? Eh bien, vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous avais dit que Kony était sur le point de former son gouvernement de concert, donc en concertation avec, si vous voulez, les membres du Conseil présidentiel. Or, contrairement à ce qui est prévu dans leur propre accord, dans la formation de ce gouvernement, Kony et les membres du Conseil présidentiel ont plongé les deux mains dans de vieilles pratiques de corruption, dans de vieilles pratiques de clientélisme, dans de vieilles pratiques de népotisme. En sorte que plus ça change, plus c'est pareil. Et je me pose sérieusement cette question, mais est-ce que nous n'aurions pas, quand je dis nous, c'est sûrement pas vous en tant qu'individu, quand je dis nous, mais c'est sûrement pas moi, mais est-ce que les politiciens haïtiens n'auraient pas un chromosome en plus, que je vais appeler pour les besoins de la cause, un chromosome de corruption en plus? Plus le temps passe, moins ils se gênent à exposer au grand jour leurs basses manœuvres de corruption. Plus le temps passe, plus ingénieux ils deviennent dans leurs pratiques de népotisme et de clientélisme. En sorte que ce gouvernement qu'ils viennent de former, au-delà des diplômes que l'on peut exposer ici et là, au-delà d'un CV ou d'un parcours professionnel qui pourrait impressionner plus d'un, lorsque je vous aurai exposé les magouilles qui se cachent derrière ces nominations de corruption, vous me donnerez raison. Nos politiciens haïtiens ont vraiment un chromosome de corruption en plus. Comprenez-moi bien. La corruption, elle est humaine, elle existe partout. Je vis au Canada, bon Dieu, depuis plus de 36 ans maintenant. Je peux vous le dire qu'il existe aussi
des cas de corruption dans la politique canadienne, sauf que il y a des chiens de garde, que ce soit les médias, que ce soit la police, que ce soit le ministère de la Justice. Donc il y a des chiens de garde, n'est-ce pas, qui guettent toute action de corruption. Les médias dénoncent ces actions de corruption et quand un cas de corruption est avéré, on isole le coupable. Il est puni, il va en prison, il a honte. Sa famille le nie. Mais en Haïti, on applaudit les cas de corruption. On n'en parle même plus. Ça devient un fait banal, ça devient un fait divers. Et pire, ceux qui plongent les deux mains dans la corruption, nous les considérons intelligents. En sorte que la personne intelligente, c'est une personne vulgairement imbécile. Je suis conscient ici de l'oxymore. Mais la personne vraiment intelligente, c'est la personne qui fait montre d'ingéniosité au mal. Oh là là. Anténor Firmin parlait dans ce sens-là de l'effort dans le mal. Plus le temps passe, plus nos dirigeants, plus nos responsables se révèlent ingénieux au mal. Imaginez s'ils mettaient cette intelligence-là au service du bien. Imaginez s'ils mettaient cette intelligence-là au service du plus grand nombre. Imaginez s'ils mettaient cette intelligence-là au service du bien collectif, de ce fameux bien commun qui nous fait tellement défaut. Et moi qui me promettais d'accorder ces 100 jours conventionnels à tout nouveau gouvernement, à tout nouveau dirigeant, à tout nouveau responsable, mais là, ça pue à un point tel que je dis non, je vais oublier ces fameux 100 jours, je vais dénoncer tout de suite. Même si parfois l'énergie me manque dans la dénonciation, j'aurais aimé tellement faire autre chose, j'aurais aimé tellement applaudir tel geste politique, telle, n'est-ce pas, action éclatante de la politique haïtienne, mais malheureusement, on change de visage, on change de nom, mais les pratiques de népotisme, les pratiques de clientélisme, les pratiques de corruption demeurent les mêmes. Mais d'où viennent ces réflexes de corruption? D'où viennent ces instincts de corruption? Avons-nous des atavismes spéciaux, nous, les politiciens haïtiens, ou plutôt avez-vous des atavismes spécifiques qui vous conditionnent à reproduire les mêmes gestes de corruption, les mêmes gestes, n'est-ce pas, de mounpatisme? C'est mon tour à moi et je vais placer autour de moi les miens, mon beau-fils, mon frère, ma sœur, ma maîtresse. Je vais ramener mes petits amis, même si on les a chassés à coups de pied dans le cul pour avoir détourné des fonds publics dans des missions diplomatiques à l'étranger. C'est pas grave. Avons-nous perdu le sens de la honte? Avons-nous perdu ce sentiment tellement noble qui fait en sorte qu'on est gêné lorsqu'on est pris la main dans le sac, lorsqu'on est pris, n'est-ce pas, en flagrant délit d'un mal? Je vous pose la question. Nos politiciens ont-ils un chromosome de corruption en plus? On va parler de cette formation de gouvernement, comment on a recommencé à partager le gâteau, à donner des petits postes à ses amis, à créer des ministères de toutes pièces, mais sans un maudit bon sens. Un Premier ministre qui vient d'être nommé, qui est arrivé avec toute l'aura de l'international, quelqu'un qui a fait le tour des pays africains en tant que haut fonctionnaire des Nations Unies, il n'a même pas encore 100 jours au pouvoir qu'il légitimise les vieilles pratiques de corruption, les vieilles pratiques de népotisme, les vieilles pratiques de clientélisme. Nous allons en parler. Restez là. Je vous reviens après la pause. Écoutez,
Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci de l'émission, offrez-vous un bon café. Je veux toute votre tête, je veux vraiment toute votre attention. On va exposer au grand jour les saloperies de ce gouvernement qui n'a même pas encore 100 jours. On va exposer les saloperies de ce Premier ministre qui nous est imposé par l'international. On va exposer les saloperies de ce Conseil présidentiel qui voulait une transition de rupture. Transition de rupture, mais fesses. Les mêmes vieilles pratiques de partage de gâteaux, les mêmes vieilles pratiques de corruption. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de faire plein feu sur ce qui entoure la formation de ce gouvernement et on s'est posé la question, mais d'où viennent ces réflexes de corruption, d'où viennent ces atavismes de clientélisme, de monopatisme, de... Alors, par élégance, je vais m'efforcer de relever ce qui semble être de bonnes choses dans la formation de ce gouvernement. Je dis je vais m'efforcer parce que la puanteur est telle que je dois vraiment déployer un effort surhumain pour plonger dans cette laideur-là et en faire ressortir ce qui semble être de bonnes choses. Bon. Une bonne chose en apparence, c'est la nomination de 4 femmes. J'avais toujours plaidé, je crois que le temps est venu de faire toute la place qu'elles méritent aux femmes. Elles ont les compétences, elles ont l'amour du pays, donc le patriotisme, et elles ont le sens du service. Bon. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais déjà qu'on ait 4 femmes qui sont nommées à des ministères régaliens, ministère des Affaires étrangères, on va en parler, ministère des Finances et de la Coopération. Ça choque, mais on a des femmes. On a une autre femme au ministère de la Jeunesse et des Sports et une autre femme, cela va sans dire, à la condition féminine, mais c'est bien, c'est très bien. Quand je considère aussi la moyenne d'âge des ministres, il y aurait de quoi me réjouir dans le sens qu'on a des ministres qui n'ont pas nécessairement 40 ans et il y en a d'autres qui ont à peine 50 ans. Donc quand on se rappelle que souvent c'est une affaire de septuagénaire, eh bien je dis c'est peut-être pas mauvais. Bon. Je dis peut-être pas mauvais parce que ce n'est vraiment pas prometteur. Ça n'augure de rien de bon lorsque je commencerai par vous exposer tout ce qui entoure, tout ce qui se cache derrière cette formation en un peu plus d'une semaine d'un gouvernement. Bon. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cet accord des parties prenantes du Conseil présidentiel et cet accord avait prévu comment on parviendrait à nommer à la fois un Premier ministre et les membres de son gouvernement. Rien de cela n'a été respecté. D'abord, il
ils ont fait une mascarade avec l'interview de 5 candidats à la primature quand les membres du CP savaient, parce que le blanc le leur avait fait comprendre. Rappelez-vous l'entrevue que l'ambassadeur américain, enfin l'ambassadeur des États-Unis est allé donner sur une chaîne de télévision très écoutée où il a clairement indiqué ses attentes en tant que gouverneur d'Haïti en ce qui a trait à la nomination de gouvernement. Et comme si cela ne suffisait pas, un jour avant, mais il s'est fendu d'un tweet dans lequel il a clairement exprimé les attentes des États-Unis quant au profil de celui qui devrait être nommé Premier ministre. En sorte que c'était écrit dans le ciel, pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, l'actualité politique haïtienne, c'était écrit dans le ciel que Bill Clinton allait nous fourrer dans la gorge son ancien chef de cabinet, Gary Coney, d'autant qu'il est arrivé avec l'auréole de haut fonctionnaire des Nations Unies. On a rapidement oublié les bêtises, on a rapidement oublié, n'est-ce pas, l'aplaventrisme de Gérard Latortue, qui est arrivé dans les mêmes circonstances, haut fonctionnaire des Nations Unies, mais qui s'est littéralement, pour ainsi dire, courbé devant les dictats de l'international, parce qu'il n'était pas venu pour exécuter l'agenda du peuple haïtien, il était venu comme exécutant, n'est-ce pas, des volontés, des organes des Nations Unies, entendons la volonté des États-Unis, du Canada et de la France. Et comme si en soi cela n'était pas suffisant, 20 ans plus tard, on nous donne un Gérard Latortue bis, en la personne de Gary Coney. Bon. Donc le CP a mis de côté son propre accord, le CP a mis de côté sa propre mécanique de nomination d'un Premier ministre, il a mis de côté sa mécanique en ce qui a trait à la nomination des ministres d'un gouvernement. Ce que l'accord avait prévu, c'est que divers secteurs de la société haïtienne enverraient 3 noms. Il y aurait un comité de sélection qui ne serait pas nécessairement le conseil présidentiel. Tout ceci a pris le bord. Et c'est ce comité de sélection qui recommanderait, n'est-ce pas, 3 candidats au conseil présidentiel, et le conseil présidentiel choisirait parmi ces 3 noms à lui recommandés par le comité de sélection la personne idoine pour chaque ministère. Ce n'est pas du tout ça qu'on a vu. Rapidement, les vieux atavismes, les vieux réflexes de corruption se sont réinstallés, mais est-ce qu'ils avaient jamais disparu? Je ne crois pas. Et chaque membre du conseil présidentiel a commencé à réclamer un ministère. Vous vous souvenez, la semaine dernière, ça avait déjà provoqué mon indignation. Qui est-ce qui donne le droit, exemple, n'est-ce pas, au parti Lavalas de nommer le ministre des Travaux publics? Qui est-ce qui donne le droit, exemple, à aider de Claude Joseph, encore lui, de nommer le ou la ministre des Affaires étrangères? Qui est-ce qui donne le droit à, exemple, Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines de nommer le ministre de l'Agriculture? Eh bien, c'est pourtant ça qui s'est passé. On a mis de côté l'accord et j'avais souligné pour vous le fait que les politiciens haïtiens sont habiles à rédiger de bons accords, mais ils sont encore plus rapides à les violer, ces mêmes accords qu'ils avaient écrits, parce qu'ils gardent ces atavismes, à savoir constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait, n'est-ce pas? Les principes, c'est du papier, mais les réflexes culturels sont appelés à rester pour toujours. Et donc, on a assisté pendant ces derniers jours à de véritables partages de hold-up. Tel parti réclame tel ministère pour y placer non pas la personne la plus compétente, mais la personne la plus proche, la personne la plus docile, n'est-ce pas, pour des contrats qui ne tarderont pas à arriver. Mais pire, c'est que le poisson pourrit de la tête. Ici, on parle
de la tête de la primature et de la tête du conseil présidentiel. Vous vous souvenez que lorsque Gary Coney prononçait son discours à son installation, il disait qu'il allait livrer une bataille rude contre la corruption et qu'il allait veiller à ce que chaque sou dépensé par son gouvernement soit justifié. Il y aurait des audits, c'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, régulièrement, pour s'assurer qu'aucun sou de l'État ne soit gaspillé, ne soit détourné. Le poisson pourri de la tête, le premier qui a offert un exemple honteux, un exemple puant de corruption, c'est Gary Coney lui-même. Imaginez que Gary Coney, pendant les 5 ou 6 mois, au cours desquels il était Premier ministre sous Michel Martelly, eh bien, avait fait l'objet de poursuites, n'est-ce pas, car on le soupçonnait de corruption, de malversation ou de détournement de fonds dans sa gestion des fonds Petro-Caribé. Sa gestion était courte, on parle de quelques mois, mais 5 mois au pouvoir, dans un pays comme Haïti, où on gaspille, où on détourne, dans un pays comme Haïti, où il n'y a pas, n'est-ce pas, de lanceur d'alerte, où il n'y a pas de chien de garde, où la police ne fait pas son travail, où tout le monde, ou à peu près, se fout de la corruption, c'est beaucoup de temps. Et donc, il y avait un dossier contre Gary Coney. Et celui qui était son avocat, n'est-ce pas, mais il était payé pour le défendre. Je comprends qu'un avocat qui est payé pour défendre un client fasse son travail. Mais là, Gary Coney devient Premier ministre. Lui qui nous promet de combattre la corruption, lui qui promet, n'est-ce pas, de faire appel aux gens compétents, lui qui promet, n'est-ce pas, d'élever des questions d'apparence, n'est-ce pas, de conflits d'intérêts, de les régler une fois pour toutes. Imaginez que Gary Coney nomme comme ministre de la Justice nul autre que son avocat personnel. Dites-moi, dans quel pays sérieux, dans quel pays où on parle de l'état de droit, dans quel pays où on parle, n'est-ce pas, de l'indépendance du ministère de la Justice, dans quel pays où l'on parle, n'est-ce pas, de l'indépendance des juges, accepterait-on que le chef de gouvernement nomme comme ministre de la Justice son propre avocat, son avocat personnel, qui le défendait justement dans des dossiers de corruption lorsqu'il était Premier ministre sous Martelly? Quand on dit que le poisson pourrit de la tête, nous avons là une très belle illustration. D'un côté, Gary Coney promet de combattre la corruption. D'un côté, il promet de combattre les conflits d'intérêts. Mais le premier geste qu'il pose, vous vous souvenez, la semaine dernière, il s'était battu bec et ongle pour garder pour lui-même des ministères régaliens. C'est-à-dire, il voulait pouvoir nommer lui-même à la tête des ministères régaliens, non pas de concert avec le conseil présidentiel, mais il voulait lui-même nommer les titulaires de certains ministères, dont le ministère de la Justice. Eh bien, il nous a révélé le fond de sa pensée en nommant nul autre que son propre avocat, celui qui le défendait dans des cas de corruption qui pesaient contre lui. Il le nomme ministre de la Justice. Qu'est-ce que cela envoie comme message? Il me semble que l'accord du Conseil présidentiel avait prévu un certain nombre de procès qui doivent être initiés, qui doivent être lancés. Le procès Petro-Caribé, le procès pour chercher à comprendre, n'est-ce pas, quels sont ceux qui étaient impliqués dans l'assassinat de Jovenel. Or, quand le Premier ministre lui-même, celui qui est en ce moment au gouvernement, n'est-ce pas, a déjà été Premier ministre sous Martelly et contre lui ou sur lui pesaient des soupçons, n'est-ce pas, de corruption dans sa gestion de, n'est-ce pas, des fonds Petro-Caribé. Et quand il avait des dossiers, n'est-ce pas, contre lui, il avait choisi ce monsieur-là comme avocat et aussitôt revenu à la primature, il nomme son avocat personnel ministre de la Justice. Croirez-vous, vous, dans l'indépendance de la justice?
quand le Premier ministre, pour se protéger, sûrement contre d'autres poursuites, quand le Premier ministre, pour se protéger contre d'autres enquêtes, quand le Premier ministre, pour se protéger contre d'autres investigations, dit « Ah, ma meilleure garantie, c'est de nommer au ministère de la Justice celui qui sait tout de moi, celui qui me défendait, celui qui me protégeait, je vais le nommer ministre de la Justice. Comme ça, je vais m'assurer qu'il n'y aura plus aucune enquête, qu'il n'y aura plus aucune investigation, qu'il n'y aura plus aucune poursuite contre moi. » Ah bon? C'est ce qu'on appelle transition de rupture. Donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas me permettre d'attendre, n'est-ce pas, que s'écoulent les 100 premiers jours de ce gouvernement avant de m'indigner le poisson pourri de la tête. Le Premier ministre n'a pas attendu pour montrer les couleurs. Il n'a pas laissé du temps au temps pour montrer le véritable fond de sa pensée. Il dit, écoutez, moi, je dois me protéger contre toute poursuite. Je vais nommer ministre de la Justice celui qui me défendait lorsque j'étais poursuivi pour malversation dans ma gestion des fonds Petro-Caribé. Alors, les amis, le ver s'installe dans le fruit. Si le Premier ministre n'éprouve, n'est-ce pas, aucune gêne à nommer son avocat ministre de la Justice, qu'est-ce qui va faire en sorte que les membres du Conseil présidentiel nomment leur propre fils, leur propre gendre, leur propre maîtresse à la tête d'autres ministères? Et de fait, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Vous avez un conseiller présidentiel en la personne de Gérald Gilles, médecin de son état, qui lui est placé là par, n'est-ce pas, le pouvoir PHTK, voyant que le Premier ministre ne se gêne pas pour nommer son propre avocat comme ministre de la Justice, conflit d'intérêts, on repassera, eh bien lui, il nomme au ministère de la Santé son propre beau-fils. Vous savez, dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition », j'ai parlé de ce triple hold-up. Le fait que, malgré nos 200 ans d'histoire, il y a toujours un petit groupe de politiciens qui prennent en otage, qui font un hold-up du pouvoir, qui font un hold-up de l'avoir, qui font un hold-up du savoir dans ce pays. La majorité des Haïtiens ont toujours été tenus à l'écart, n'est-ce pas, de la machine du pouvoir à cause de ce hold-up. Eh bien, on a assisté cette semaine à une illustration de ce hold-up. Le Premier ministre a fait un hold-up sur le ministère de la Justice en y nommant son propre avocat. Et l'un des conseillers présidentiels a nommé son propre beau-fils comme ministre de la Santé. Donc tout ce qu'on avait promis d'analyser des candidats, des CV, n'est-ce pas, d'attendre la recommandation d'un conseil, enfin d'un comité de sélection qui travaillerait en toute indépendance, ça n'a pas pris de temps pour que tout ça disparaisse et qu'on réalise que tout cela n'était au fait qu'un écran de fumée. Les vieilles pratiques de corruption se sont réinstallées avec un gouvernement qui n'a même pas encore 100 jours. Le Premier ministre nomme son avocat comme ministre de la Justice. Gérald Gilles nomme son beau-fils. Gérald Gilles, c'est l'un des conseillers présidentiels. Il aurait dû se garder une petite gêne, comme on dit ici, garder une certaine distance. Non. Le gâteau, c'est un gâteau familial. Si le Premier ministre peut nommer son propre avocat comme ministre de la Justice, moi, je peux nommer mon propre gendre, le conjoint de ma fille, comme ministre de la Santé. J'en ai le pouvoir. Je dois profiter des 2 ans de cette transition-là pour placer dans toutes les sphères du pouvoir mon avocat dans le cas de Gary Conille, mon gendre dans le cas de Gérald Gilles. Et vous allez voir, j'ai pris ces exemples-là, mais ce Gérald Gilles-là,
il n'a vraiment pas froid aux yeux. Déjà comme conseiller présidentiel, il avait dans son cabinet un certain nombre de conseillers politiques. Des gens qui se retrouvaient dans des missions diplomatiques à l'étranger, qui étaient placés, pour quelques-uns, n'est-ce pas, dans des consulats à Orlando ou d'autres en Europe. Et rapidement, n'est-ce pas, qui se ressemblent s'assemblent, Gérald Gilles les a récupérés comme ses conseillers au sein de son cabinet, en sa qualité de conseiller présidentiel. Mais non content de les avoir comme conseillers, il les a poussés vers le Premier ministre qui a vite fait de les nommer ministres, délégués à toutes sortes d'affaires bizarres à la primature. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le Premier ministre disait vouloir réduire le nombre de ministères. Il voulait les réduire à 8. Bon, le Conseil présidentiel qui a des hommes et des femmes à placer, n'est-ce pas? Question d'avoir des rançons, question d'avoir, n'est-ce pas, des pots de vin, a poussé pour qu'on garde le même nombre de ministères qu'on a toujours eu. Mais le Premier ministre a rapidement révélé que c'est un hypocrite, car lui qui voulait avoir seulement 8 ministères, imaginez, dans son propre cabinet, il a nommé au moins 4 ministres délégués à toutes sortes d'affaires. Donc, il a, par le fait même, augmenté plus que les autres premiers ministres qui l'ont précédé, le nombre de ministères. Exemple, mais c'est du n'importe quoi. Il y a un ministère qu'on appelle ministère des Affaires sociales, pas vrai ? Qui est reconnu dans nos pratiques, qui est reconnu dans notre Constitution. Bien, que fait le ministre des Affaires sociales? Mais il s'occupe, cela va sans dire, des affaires sociales. La corruption s'installe à ce point tel déjà dans ce gouvernement que Gary Coney a nommé un ministre délégué, êtes-vous prêt à entendre son titre? Un ministre délégué aux affaires humaines et un ministre délégué à la solidarité. Imaginez, le ministère des Affaires sociales, justement, a pour mandat de s'occuper, n'est-ce pas, de la solidarité au sein de la population, de s'occuper des affaires sociales. Eh bien, le Premier ministre veut à ce point, n'est-ce pas, distribuer le gâteau, il veut à ce point, n'est-ce pas, distribuer des cadeaux pour plaire à ses anciens amis du PHTK. Gérald Gilles, c'est un délégué du PHTK. Gary Coney, c'est un ancien premier ministre du PHTK qui nous revient par la volonté de l'international, mais aussi par la bassesse des membres du Conseil présidentiel. Gary Coney nomme non seulement un ministre des Affaires sociales, ce qui est tout à fait normal, mais il nomme dans son cabinet de Premier ministre un ministre délégué à la solidarité et aux affaires sociales. Posez-moi la question, mais qu'est-ce que le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires va-t-il faire de différent du ministre des Affaires sociales? Poser la question, c'est y répondre. Il n'y aura rien de différent, sauf que ce garçon qui travaillait au consulat, n'est-ce pas, d'Haïti à Orlando, et qu'on a chassé à coups de pied dans le cul pour des affaires de corruption, parce que c'était l'homme que Claude Joseph, n'est-ce pas, alors ministre des Affaires étrangères, puis, n'est-ce pas, chef de gouvernement, c'était l'un des hommes que Claude plaçait dans les missions étrangères pour faire des détournements de fonds vers, n'est-ce pas, les comptes personnels de Claude Joseph. Ce monsieur-là, donc, qu'on a chassé à coups de pied dans le cul d'Orlando, il est rapidement recyclé par Gary Coney, à l'instigation de Gérald Gilles, représentant du PHTK au sein du Conseil présidentiel, en sorte que Gary Coney, contrairement à ce qu'il a dit la semaine dernière, grossit à vue d'œil son gouvernement en nommant des ministres délégués à toutes sortes d'affaires. Au fait, quand vous regardez la nomenclature même de ces ministères, vous dites, mais ils n'ont pas pris de temps. D'ailleurs, ils ne se gênent même plus. Ils auraient même pu nommer un premier ministre, enfin un ministre aux affaires sociales, et nommer un autre ministre délégué aux affaires, on va les appeler, n'est-ce pas, aux affaires humaines. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il faut
qu'il récompense des gens. Il faut, n'est-ce pas, qu'il partage le gâteau entre eux, en sorte que le triple hold-up du pouvoir, de l'avoir et du savoir se poursuit. Plus ça change, plus c'est pareil. Il nomme son avocat ministre de la Justice. Gérald Gilles nomme son beau-fils ministre de la Santé. Gérald Gilles nomme ses anciens conseillers dans son cabinet auprès de Gary Coney, qui n'hésite pas du tout à les nommer à toutes sortes de ministères bidons qu'il crée ad hoc, parce qu'ils ont un gâteau à partager, il faut qu'ils se le partagent entre eux. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Quand je vous ai dit que ce gouvernement ne m'inspire pas du tout confiance, imaginez que Gary Coney nomme comme ministre des Finances et de la coopération internationale 2 ministères différents, et vous allez voir pourquoi il fait ça. C'est pour faciliter les zones de corruption et de collusion. Gary Coney nomme ministre de l'économie et des finances une femme qui nous arrive de la Banque mondiale, qui nous arrive du Fonds monétaire international. Laissez-moi vous le dire. Dès que quelqu'un était cadre à ces institutions du Bretton Woods, comme on les appelle, vous pouvez être sûr que ces gens-là ne vont rien faire de bon pour des petits pays. Pour quelle raison? Parce que ces gens qui ont travaillé longtemps au Fonds monétaire international, qui ont travaillé longtemps, n'est-ce pas, à la Banque mondiale, c'est des gens qui ont été formatés, qui ont été conditionnés de manière à monter des prêts astronomiques pour enchaîner des pays africains. Si vous regardez les conditions de prêt qu'impose la Banque mondiale, qu'impose le Fonds monétaire international à des petits pays africains, à des pays comme Haïti, eh bien, n'allez pas chercher loin, ce sont ces cadres-là qui exécutent, n'est-ce pas, ces plans maléfiques conçus par des capitalistes sauvages de manière à exploiter et à appauvrir nos pays noirs. Or, que fait une ministre des Finances dans un pays comme Haïti? Mais elle définit les grandes lignes de la politique économique de notre pays. Eh bien, Gary Coney est à ce point, ma foi, formaté par l'international. Il est à ce point servile, n'est-ce pas, à la volonté de l'international, qu'il nous amène une femme comme ministre de l'économie et des finances, mais qui arrive tout droit du Fonds monétaire international, qui nous arrive tout droit, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Vous pouvez être sûr que les politiques économiques qui vont être prises dans les prochains jours, n'est-ce pas, vous pouvez être sûr que nos frontières vont être désormais encore plus ouvertes aux importations de toutes sortes de saloperies qui vont continuer à enfoncer notre économie, car cette femme-là, de par son parcours professionnel, ne saurait rien faire de bon pour Haïti. Mais pire, non content de la nommer, cette cadre-là de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, non content de la nommer ministre des Finances, Gary Coney lui donne également, quelle imbécilité, ou plutôt quelle méchanceté, le ministère de la coopération internationale. Suivez-moi bien, les amis. Que fait un ministre des Finances dans un gouvernement haïtien? Mais il écrit les chèques pour les divers ministères. Tel ministère sollicite tel fonds pour tel projet, mais c'est lui qui signe les chèques. Très bien. Vous notez que cette femme, non seulement est ministre des Finances, donc c'est elle qui va écrire les chèques pour les ministères,
Mais on lui confie un deuxième ministère, qui est le ministère de la coopération internationale. Vous vous souvenez sous le gouvernement de Martelly, pourquoi Laurent Lamotte, en plus d'être Premier ministre, gardait également le ministère de la coopération internationale? C'est pas compliqué, parce que tous les dons que fait l'international passent par le ministère de la coopération internationale. Donc, cette femme, qui est à la fois ministre des Finances et donc qui est appelée à écrire les chèques pour les divers ministères, se trouve, comme par hasard, à la tête d'un autre ministère qu'on appelle ministère de la coopération internationale. Donc, elle va, en tant que ministre des Finances, écrire les chèques pour la ministre de la coopération internationale. Et vous posez la question, qui est ministre des Finances et qui est ministre de la coopération internationale? La même personne. Alors, collusion, on repassera. Alors, vous êtes en train de me dire que Gary Coney, qui a pourtant travaillé longtemps aux Nations Unies, un haut cadre des Nations Unies, ne comprend pas ce simple principe de collusion potentielle? Je suis à la tête de deux ministères qui sont appelés à collaborer, car l'un doit écrire les chèques que l'autre sollicite. Donc vous avez la même dame qui est ministre des Finances, qui m'inspire aucune confiance parce qu'elle vient du Fonds monétaire international, parce qu'elle vient de la Banque mondiale. Donc elle va écrire des chèques en tant que ministre des Finances pour le ministère de la coopération, et qui est titulaire à la fois du ministère de la coopération et du ministère des Finances, la même dame. Putain de merde. Le hold-up du pouvoir, le hold-up de l'avoir, le hold-up du savoir se poursuit. L'accord de ce conseil présidentiel à plat ventriste, l'accord de ce conseil présidentiel hypocrite, l'accord de ce conseil présidentiel faiblard avait prévu que chaque titulaire d'un ministère devrait présenter son patrimoine. Chacun devrait dire, voici combien je dispose dans mon patrimoine personnel avant d'être nommé ministre. Et au terme de son mandat, il faudra qu'il dise, voici combien après 2 ans j'ai dans mon patrimoine. Avez-vous entendu parler de ce principe-là, vous? Au contraire, qu'est-ce que nous avons vu? Putain de merde. Chaque ministre qui est installé à la tête de son ministère s'est offert un festin. Avez-vous vu ça? Je ne savais pas que les gens étaient si portés vers la bouffe dans ce pays. Chaque ministre s'offre une petite fête. Imaginez là les occasions de corruption. Des traiteurs qui vont faire de la surfacturation. Une partie de la surfacturation va se retrouver dans la poche, n'est-ce pas, de la maîtresse de tel ministre. Moi, je n'ai pas compris. Je dis, il y a tant d'urgence, il y a tant de problèmes dans ce pays qu'on devrait se garder une petite gêne. Pourquoi faire un festin à l'installation de chaque ministre? Vous êtes nommé ministre, il y a un décret qui vous nomme ministre, on sait que vous arrivez comme ministre, vous réunissez votre personnel, vous faites un petit discours de bienvenue, allez hop, on se met au travail, on n'a pas une seconde à perdre. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Continuons de regarder. Voilà un Premier ministre qui arrive et qui promet de faire les choses différemment. Voilà un conseil présidentiel qui avait promis la main sur le cœur de faire les choses différemment. Savez-vous qui, Gary Coney, a été recruté comme chef de son cabinet? Un ancien ministre du PHTK, Nesmi Maniga, sur qui pèsent des soupçons de corruption dans sa gestion des fonds pour l'éducation. Lui qui nous a promis des audits, ce Premier ministre, n'a même pas foutu d'auditer son chef de cabinet. Il le nomme chef de son cabinet. Ça veut dire l'homme le plus puissant, n'est-ce pas, de cette primature. Le chef de cabinet de Gary Coney n'est l'une autre que ce ministre, 2 fois plutôt qu'une, ministre de l'Éducation, sous Michel Martelly, ça dit tout, ministre de l'Éducation sous Ariel Henry, il le nomme son chef de cabinet. Après nous, c'est nous. Est-ce que ce gouvernement-là vous inspire confiance?
Est-ce que Gary Coney n'est pas en train de saper déjà notre disposition à laisser la chance aux coureurs? Est-ce que Gary Coney n'est pas en train de vider, n'est-ce pas, le peu de disposition qu'on avait pour lui faire crédit jusqu'à ce qu'il prouve qu'il ne mérite pas notre confiance? Il nomme une femme qui nous arrive de la Banque mondiale, qui nous arrive du Fonds monétaire international, ministre des Finances. Donc, la politique économique de ce pays va être foutue, encore plus foutue qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières années. Notre économie va être livrée, pieds et mains liés, n'est-ce pas, à l'importation des saloperies dominicaines, à l'importation du riz, n'est-ce pas, américain. Notre économie va être liée, n'est-ce pas, par toutes sortes de prêts diaboliques du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est pour cela que ces cadres-là sont formatés. Et non content de lui confier le portefeuille des finances, il lui confie en même temps le portefeuille de la coopération internationale. Donc on sera en zone de collusion constante, en zone de collusion permanente, et tout cela se fait avec l'approbation du Conseil présidentiel. Où sont passés les membres du Conseil présidentiel, les Edgar Leblanc qui avaient promis de veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption, les Leslie Voltaire entre autres qui avaient promis de veiller à ce qu'on gouverne autrement, les Fritz Alphonse Jean qui pendant plus de 2 ans a prêché une autre gouvernance. Mais est-ce qu'on est dans une nouvelle gouvernance, monsieur Jean? Mais voyons donc, c'est prendre, n'est-ce pas, les fils du bon Dieu pour des canards sauvages. Est-ce qu'ils n'ont pas un chromosome de corruption en plus, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont perdu le bon sens? Ou bien est-ce que ce chromosome en plus de la corruption ne prend pas toute la place dans leur jugement? Ils ont perdu tout bon sens. Ils ont perdu toute sagesse. Au point qu'ils ne se gênent plus dans leurs manœuvres de corruption. Aller récupérer Nesmi Maniga pour être son chef de cabinet, c'est comme récompenser Nesmi Maniga pour tous les soupçons de malversation et de détournement de fonds qui pèsent sur lui dans sa gestion des fonds pour l'éducation. Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil. Avançons. On a enfin une jeune ministre des Affaires étrangères. J'ai pris le temps de regarder son CV. Elle a une formation à McGill en développement international. Madame parle plusieurs langues et elle a prononcé, on l'a vu, de très beaux discours à l'UNESCO. Madame a travaillé pour qu'on reconnaisse des éléments de la culture haïtienne comme faisant partie du patrimoine universel. Bravo, Madame Dominique Dupuis, franchement. On a reconnu notre cassave comme faisant partie du patrimoine. On a reconnu notre soupe Joumou grâce à son travail comme faisant partie du patrimoine, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais bravo, bravo, Madame Dupuis. Elle a prononcé des discours bien sentis pour défendre, n'est-ce pas, la fierté haïtienne. Mais re-bravo, Madame Dupuis. Mais une fois que je dis ça, en même temps, je salue votre jeunesse, vous avez moins de 40 ans. Je salue les études que vous avez faites, les positions que vous avez prises. Mais une fois que j'ai dit ça, oups, je deviens très méfiant vis-à-vis de vous. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes nommé par Claude Joseph. Cette fameuse phrase classique qu'on a apprise quand on était, n'est-ce pas, dans nos classes humanitaires. Albe vous a nommé, je ne vous reconnais plus. Dès lors que vous êtes placé là par Claude Joseph, vous êtes lié. Claude Joseph, c'est un corrupteur. Claude Joseph, c'est un corrompu. Claude Joseph, c'est un assassin qui a placé dans nos représentations diplomatiques des voleurs qui ont détourné des fonds publics vers les caisses de son parti aidé qu'il a créé. Voilà pourquoi tous ceux qu'il a placés, que ce soit en République dominicaine, à Orlando, comme on a vu au Brésil, on les a chassés à coups de pied dans le cul. Donc, puisque c'est Claude Joseph qui vous a nommé, faites-moi confiance. Soit vous serez obligé de démissionner avant les 100 premiers jours, parce que
vous ne voudrez pas vous mêler aux pratiques de corruption de Claude, soit vous serez vous-même corrompu parce que vous ne pouvez pas fréquenter Claude Joseph longtemps sans être corrompu vous-même. Je l'ai dit dans le cas de Gary Coney, on ne peut pas fréquenter Bill Clinton longtemps et être avoir été son chef de cabinet et rester son ami sans être corrompu soi-même. Je l'ai dit il y a à peine 2 semaines et Gary Coney est en train de vous prouver que c'est un homme corrompu. C'est un homme rompu aux pratiques de corruption. Il nomme son ancien avocat personnel, ministre de la Justice, pour le protéger contre toute investigation, contre toute enquête. Il nomme ministre des Finances un haut cadre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et non content de la nommer, cette femme-là, qui va livrer notre économie aux importations et aux dictats internationaux, il la nomme du même coup ministre de la coopération internationale. Cette femme va s'écrire des chèques d'elle-même à elle-même. Putain de merde. Il nous avait promis, l'hypocrite, d'avoir un gouvernement réduit, mais il amplifie ce gouvernement en nommant dans son cabinet les hommes du PHTK, les hommes de Claude Joseph qu'on a chassés à coups de pied dans le cul dans les missions diplomatiques étrangères. Alors, pensez-vous vraiment que Madame Dominique Dupuis va pouvoir faire le nécessaire nettoyage dans nos représentations diplomatiques? Qu'est-ce qui se passe dans nos consulats, dans nos missions étrangères? On a vu un bullshit que les États-Unis ont chassé à coups de pied dans le cul de Washington parce que ce monsieur-là, il fabriquait de faux passeports. Il accordait la nationalité haïtienne à des Russes à prix d'argent. Il s'est enrichi, les États-Unis l'ont chassé à coups de pied dans le cul, il s'est installé en Haïti impunément pour profiter de ces millions. Claude Joseph a fait pire. Lui, il a littéralement colonisé toutes nos représentations étrangères en y plaçant de petits voleurs ou de petites voleuses, ses maîtresses ou les frères de ses maîtresses. Alors, malgré le respect que je suis tenté d'avoir pour Dominique Dupuis, dès lors que je sais qu'elle est nommée par Claude Joseph, je perds toute confiance en elle. C'est pas compliqué, je perds toute confiance en elle, car Dominique Dupuis n'aura pas les mains libres, elle n'aura pas les coups des franches pour opérer les nécessaires réformes dans nos représentations diplomatiques et opérer ce virage vers une véritable méritocratie dans nos représentations diplomatiques. C'est pas compliqué. On retrouve, n'est-ce pas, les maîtresses de ceux qui sont au pouvoir, les frères de leurs maîtresses. Aucune compétence avérée pour la plupart de ces gens-là. Alors, Dominique va faire quoi? Elle va continuer à faire des speeches? Non. Puisque c'est Claude qui vous a nommé, faites-moi confiance. Soit que vous vous laissez corrompre par Claude, ou alors vous ne ferez pas long feu, vous allez devoir démissionner. Car, faites-moi confiance, Claude va continuer à se servir de vous pour placer dans les représentations diplomatiques des petits voleurs qui vont détourner des fonds vers la caisse de son parti. Et puis, c'est quoi cette affaire? Fritz, Alphonse Jean avait promis une nouvelle gouvernance. Joseph, Leslie Voltaire avait promis une transition de rupture. Et vous permettez qu'un Claude Joseph, qui est épinglé par l'ordonnance d'un juge d'instruction dans l'assassinat contre Jovenel Moïse, vous permettez non seulement que Claude Joseph s'installe au sein de votre conseil présidentiel par son représentant, mais vous continuez à permettre qu'il nomme des gens dans des ministères aussi importants que le ministère des Affaires étrangères pour continuer à faire ce qu'il a toujours fait, à savoir voler. Bravo, messieurs! Transition de rupture, mon cul. La vérité, c'est que vous avez un chromosome en plus qu'on appelle chromosome de corruption. Et ce chromosome-là est à ce point gros qu'il vous aveugle et qu'il vous empêche de réfléchir selon le gros bon sens. Voilà. Voilà ce à quoi nous conduit votre chromosome de corruption en plus. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca.
c'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Ah, ce chromosome de corruption qui nous enfonce, qui nous aveugle, qui nous enlaidit. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais de cette lutte pour des ministères et je vous avais parlé de cette lutte pour nommer quelqu'un au ministère de l'Agriculture. Mais je me suis posé la question, dans un pays où le ministère de l'Agriculture est traité comme un cordonnier mal chaussé, le ministère de l'Agriculture est traité comme un parent pauvre, pourquoi se battre pour pouvoir nommer quelqu'un titulaire du ministère de la Culture? Quelqu'un m'a dit, mais Jean, vous ne comprenez rien à Haïti. Il dit, comment ça? Il me dit, mais qui émet des permis de pêche en Haïti? Mais le ministère de l'Agriculture. Très bien. Vous savez qu'il y a un commerce lucratif d'anguilles en Haïti. Celui qui jusque-là avait le monopole de ce commerce de pêche d'anguilles, c'est le mafieux beau-frère de Michel Martelly, le frère de sa femme, Kiko Martelly, l'assassin, voleur, mafieux, au fait, tout ce qui est PHTK, me direz-vous, naturellement. Alors là, avec ce nouveau gouvernement, celui qui est à la tête du ministère de l'Agriculture, c'est aussi celui qui va émettre des permis de pêche pour les anguilles. Or, il arrive que les anguilles sont un plat, constituent un plat très prisé en Asie. Et Kiko Saint-Rémy, faisait beaucoup de fric par ce commerce-là. Alors, celui qui arrive à nommer le titulaire du ministère de l'Agriculture va avoir un contrôle sur ce permis de pêche d'anguilles et va pouvoir se faire beaucoup de fric avec les Asiatiques. Et on m'a dit, j'ai pas vérifié la chose, que certains étaient même prêts à mettre des centaines de milliers de dollars sur la table afin d'arracher le ministère de l'Agriculture. Quel pays! Quel pays! J'avais reçu Leslie Voltaire sur ma chaîne et il a dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de privilèges quand on sert dans un contexte comme celui d'Haïti d'aujourd'hui. Il avait dit, Haïti d'aujourd'hui ressemble à une espèce de latrine et il faut se boucher le nez pour aller curer cette latrine. Et moi, j'ai eu le réflexe de lui dire non. C'est pas une latrine, c'est plutôt une caverne d'Ali Baba. C'est une espèce de grenier où on trouve encore des trésors. Les gens se battent pour le ministère de l'Agriculture afin de pouvoir délivrer des permis de pêche pour avoir des contrats lucratifs avec les Asiatiques, des contrats d'anguilles. Donc Kiko Saint-Rémy, le frère de la femme de Martelly, avait jusque-là le monopole. Donc, vous comprenez, les amis, que nommer quelqu'un à la tête d'un ministère en Haïti, ce n'est pas seulement un jeu politique, c'est toujours un jeu de corruption. Et ce n'est pas pour rien que Kony ici est livré dès le premier jour. Et ce n'est pas pour rien que le Conseil présidentiel, non seulement s'est prêté au jeu de Kony, mais le Conseil présidentiel est entré lui aussi tête baissée dans la nomination des ministres. Laissez-moi vous dire, chaque ministre que vous voyez dans ce gouvernement est nommé soit par un ami du Conseil présidentiel, soit par Gary Kony lui-même. Ce n'est point à dire que personne au sein de ce gouvernement ne puisse faire valoir quelque compétence que ce soit, mais la corruption est telle que, oups, on ne peut plus parler en toute intégrité intellectuelle de personnes idoines, de personnes compétentes pour le poste. Il s'agit de nominations intéressées. Maintenant, nos dirigeants n'ont-ils pas un chromosome de corruption en plus? Je vous laisse répondre. Nos dirigeants ne sont-ils pas toujours mus par ce triple hold-up? Hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir, hold-up du savoir. Quand est-ce que les fils du peuple
les enfants de Dessalines vont-ils eux aussi avoir accès à la gestion de leur pays? Pourquoi faut-il que ce soit toujours le blanc qui nous impose soit un président, soit un premier ministre? Et une fois qu'on a capté que c'est lui qu'on veut, que les blancs veulent, nous aussi on embarque dans les mêmes jeux de corruption, dans les mêmes jeux de népotisme. Vous savez, quand vous plongez dans ces laideurs-là, comme moi je le fais, vous êtes découragé. J'ai une bonne amie qui n'arrête pas de me dire ces derniers temps, Jean, qui t'es haïtien dans Gagot, tu attendais. Elle me dit, Jean, mais moi, Boukak haïtien, qui t'es haïtien tranquille. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce si difficile de trouver des hommes et des femmes qui soient au-delà de tout soupçon? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des hommes et des femmes qui font de la politique pour les bonnes raisons, c'est-à-dire servir? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des hommes et des femmes qui vont entrer dans le jeu politique pour servir le plus grand nombre dans l'intérêt du plus grand nombre? Ce chromosome de la corruption qui prend toute la place et qui nous rend incapables de quoi que ce soit de bon, de quoi que ce soit de grand, de quoi que ce soit de bien. J'espère avoir exposé au grand jour les laideurs de ce gouvernement, les mesquineries, les tactiques de corruption, les tactiques du plus ça change, plus c'est pareil. Je vous l'avais dit, restons vigilants. Vive Haïti quand même. Je reste persuadé que de ces 14 millions que nous sommes, 12 ou 14 millions que nous sommes, il y a quand même un faible reste qui ne se laissera pas corrompre, qui ne se laissera pas acheter et qui ne fera pas la politique pour se servir, mais pour servir le plus grand nombre. Mais qu'il me tarde que ce reste, ce faible reste, se manifeste. Gardons le moral, les amis, c'est décourageant. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, bonne semaine. Au revoir.